voilà de retour et nous avons avec nous au studio Dr Hichem Youssef, expert stratégique. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous et on va annoncer notre sujet du jour aujourd'hui qui concerne les chaînes d'approvisionnement. Donc je vais vous proposer tout d'abord de voir un reportage concernant le sujet. Ensuite, on en discute tous les deux. Alors je rappelle juste que les chaînes d'approvisionnement mondiales constituent un élément essentiel de l'économie internationale. Elles permettent le transport des matières premières, des produits agricoles et des denrées alimentaires entre les pays. Toutefois, les crises internationales récemment ont relevé leur grande vulnérabilité et leurs conséquences directes sur la sécurité alimentaire mondiale. Un reportage. Les conflits armés, les tensions géopolitiques, les pandémies et les catastrophes climatiques ont perturbé les échanges commerciaux, entraînant des retards dans les livraisons, une hausse des coûts du transport et une augmentation des prix des produits alimentaires. Les crises en mer Rouge, en mer Noire ou dans le détroit d'Ormuz ont notamment affecté plusieurs routes maritimes stratégiques essentielles au commerce mondial. Parallèlement, les effets du changement climatique, comme les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur, réduisent les récoltes agricoles dans plusieurs régions du monde. Cette situation fragilise davantage les pays fortement dépendants des importations alimentaires, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Face à ces défis, de nombreux États cherchent à renforcer leur sécurité alimentaire en diversifiant leurs sources d'approvisionnement, en développant la production agricole nationale, en investissant dans les infrastructures de stockage et de transport, ainsi qu'en favorisant les technologies agricoles modernes. Les organisations internationales telles que la FAO et le Programme alimentaire mondial jouent également un rôle majeur dans le soutien aux populations les plus vulnérables. L'Égypte accorde une importance particulière à cette question à travers le développement de projets agricoles, l'augmentation de la capacité de stockage des céréales, la modernisation des ports et la sécurisation des réserves stratégiques afin de limiter les effets des crises internationales sur son marché intérieur. La résilience des chaînes d'approvisionnement est devenue un enjeu stratégique pour garantir la sécurité alimentaire mondiale. Une coopération internationale renforcée, des investissements dans les infrastructures et une agriculture plus durable sont indispensables pour faire face aux crises futures et assurer un approvisionnement alimentaire stable pour tous. Alors, docteur Hichem Youssef, l'importance aujourd'hui, surtout avec le changement climatique, avec les crises économiques partout dans le monde, où met-elle exactement l'importance des chaînes d'approvisionnement, surtout alimentaires? Écoutez, tout d'abord, il faut savoir quand même l'effet qui était quand même avec les changements climatiques, qui était laissé des traces très très efficaces, très impressionnant au niveau de production de tout ce qui était quand même agricole et compagnie. Et ça aussi, il manque beaucoup de choses au niveau mondial. Et avec quand même la participation de tous les pays qui peut aider soit à distribuer comme il faut pour tous les pays, spécialement en Afrique, là, parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique, il manque beaucoup des éléments. Bien sûr. Alors là, il faut quand même faire très attention. Pas le changement climatique seulement, mais il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui aussi laissé quand même un effet important pour le chaîne de provisionnement au niveau mondial. C'est ça qu'il faut regarder, parce que des fois il y a des gens qui posent des questions pourquoi il manque des choses sur le marché mondial. Mais il faut quand même calculer avec le changement climatique, avec la guerre qui est très importante, parce que l'Ukraine aussi est considérée comme un pays très important dans les chaînes de provisionnement élémentaire.
À votre avis, surtout avec les conflits qui augmentent de plus en plus dans le monde aujourd'hui et une certaine pénurie de certains produits dans certains pays, comment voit-on les 10 années à venir, par exemple? Moi, je ne peux pas parler des autres, mais je peux donner quand même mon opinion personnelle sur le sujet. Là, il faut créer une organisation avec plus de responsabilités. Parce que le monde a besoin d'être organisé. On ne va pas obliger les gens de faire quoi que ce soit. Mais s'il y a une organisation qui peut organiser les distributions de tous les éléments avec, qu'est-ce qu'on dit, avec un justice et tous les pays principaux dans le monde qui peut quand même participer et investir plus de temps, plus de, comment dirais-je, financer cette organisation pour continuer de travailler, pour distribuer comme il faut avec beaucoup de justice. Ça sera très très bien pour tout le monde d'être tranquille. Chacun va voir sa part dans le produit mondial. Oui, mais vous avez touché là à deux choses. Premièrement, un organisme ou une organisation internationale qui s'occuperait de tout cela. Et vous avez dit avec justice. Ah oui. Alors, avec justice, là, je mets 3 lignes, parce que même les organisations internationales qui sont censées garantir la justice aujourd'hui, elles ne le font toujours pas. Ils ne font toujours pas à cause de qui finance cette organisation maintenant. Il y a un certain pays qui paye, il y a un certain pays qui ne participe pas, qui ne paye pas. Alors là, le pays qui paye le budget pour les fonctionnaires de cette organisation, c'est eux qui ont le mot pour dire il faut donner ça et pas celui-là. Mais c'est à cause de ça. Mais si c'est quelque chose international qui était fondé sur le mot justice là et financé par tout le monde pareil, ça veut dire il n'y a pas un État qui va intervenir pour dire non, il faut donner ça et l'autre. Ça c'est mon point de vue personnel. Outre la justice, on assiste aujourd'hui au changement climatique qui affecte beaucoup. On a vu les changements de température cet été en Europe et ces hausses de chaleur qui affectent certainement l'agriculture. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'agriculture et surtout de certains produits avec ces conditions climatiques? Écoutez, en Europe, il y a longtemps, tout le monde demande de réduire l'échauffement climatique. Ça revient vers l'industrie, par exemple. L'industrie, ça produit énormément de chaleur qui laisse une trace très importante dans le couche d'ozone autour de la Terre. C'est ça qui fait le changement climatique. Et il y a beaucoup de pays qui sont travaillés sur le sujet. Et il y a d'autres pays qui ne sont pas travaillés, spécialement, je ne veux pas dire la Chine, les États-Unis, l'Inde, c'est le pays le plus producteur de tout ce qu'on le trouve sur le marché. C'est grâce à eux il y a des augmentations de température climatique. Et il faut demander à tout le monde de réduire tout ça. Il faut demander à tout le monde. On a vu il y a quelques années en Égypte, à Sharm el-Sheikh, avec la comment COP 27. Comment La COP 27. Oui, la COP 27. Avec ça, tout le monde a signé sur des papiers, des documents pour dire on va faire ça et ça. Mais jusqu'à maintenant, quand même, on fait des choses, mais il faut faire plus pour avoir moins d'effets sur les climats, parce que si on n'arrête pas et ça monte encore, ça sera catastrophique. Parce que d'une part, vous voulez augmenter les industries
surtout dans les pays en voie de développement, par exemple. Par exemple, Et oui. de l'autre part, bon, l'énergie renouvelable, etc., ça coûte excessivement cher. Donc vous avez un petit peu un paradoxe qu'on doit surmonter. Et en même temps, vous voulez produire, vous voulez exporter. Oui, mais dans le pays sur le voie de développement, la production ne va jamais arriver comme le pays, les grands pays. Pas eux Oui. qui produisent, mais vous avez beaucoup de pays en développement qui ont leurs usines, qui ont transféré leurs usines aujourd'hui dans des pays en voie de développement. Je sais ce que vous voulez dire, Oui. mais quand même, j'ai dit les quantités ou le taille industrielle dans les pays de développement, ça va jamais augmenter comme ou ça sera jamais dans la même taille que dans un pays, de grands pays comme le pays européen par exemple, comme l'Allemagne, la France et l'Italie. C'est pas ça le problème. Le problème que il y a plusieurs années, l'Europe, vraiment, vous avez raison, ils ont transmettre toutes les sales industries dans le pays. Ciment, par exemple, exactement, les ciments, les céramiques, les pétrochimiques et compagnie. Tout ça, ça vient vers le pays sur le voie de développement. Mais ce n'est pas ça qui fait le réchauffement climatique. Les grandes usines en Europe, en Inde, aux États-Unis, en Chine, c'est eux, c'est parce que la quantité c'est énorme. La production, ça s'arrête jamais. C'est pas dans les petits pays, c'est dans les grands pays. Les grands pays refusent de faire leur rôle qui était demandé et qui était réclamé par tout le monde. Parce que s'ils s'arrêtent ou baissent les productions, pour lui, elle peut pas. Elle peut pas. Mais elle peut financer pour réduire tout ça. Avec beaucoup d'espoir, j'espère que le pays quand même va réaliser qu'avec le chauffement climatique, ça réduit les productions élémentaires et ça fait un effet catastrophique sur le chaîne de provisionnement. L'une des mesures qu'ils ont prises est par exemple les voitures électriques. Est-ce que vous pensez que les voitures électriques, surtout en Europe, c'est un élément en faveur de ce changement climatique? Bien sûr, avec le moteur électrique, c'est très bien. Mais si on regarde quand même au niveau pour débarrasser de la batterie qui fait rouler les voitures électriques, ça aussi. Et pour charger les batteries, on a besoin d'électricité. L'électricité a besoin d'énergie. L'énergie a besoin de soit pétrole, soit de gaz, soit d'énergie nucléaire. Soit d'énergie renouvelable. Énergie renouvelable. On a déjà parlé avec le président français il y a quelques années ici en Égypte sur l'hydrogène vert. Et jusqu'à aujourd'hui, ça avance mais lentement. C'est pas comme il faut. Où en est-on en Égypte avec l'hydrogène vert? Je crois que je suis désolé, on est sur la même marche il y a 2 ans. Donc il n'y a pas eu beaucoup de développement. Beaucoup de développement. Parce que la technologie pour fabriquer l'hydrogène vert, c'est coûteux. C'est cher, ça coûte cher. Et nous, on a plus de priorité que, bien sûr, avec les nouvelles énergies, l'énergie renouvelable, avec le panneau solaire, avec énormément de recherches de trouver d'autres sources pour l'énergie. Mais on a des priorités, on a des choses à faire quand même pour compléter les nouvelles phases de notre pays. Ici, on a besoin de tout ça. Et est-ce que le prix du carburant qui augmente de plus en plus va certainement affecter ces chaînes d'approvisionnement, n'est-ce pas? Bien sûr, le transport, c'est une part de prix d'éléments. Parce que si on parle de l'augmentation de l'essence, par exemple, toutes les voitures de transport, ça marche avec l'essence. L'essence, ça a augmenté.
Et le prix de transport, ça augmente, les prix des objets, ça augmente aussi, c'est logique, c'est pas... Et heureusement que ici en Égypte, là, on est arrivé quand même de trouver une balance entre le prix de tous les produits pétroliers et les consommateurs. Maintenant, ça devient logique et ça devient compris dans le prix des éléments. Et voilà, Mais ces prix augmentent de plus en plus aussi. Moi, je parle pour le citoyen ordinaire. Ça augmente et maintenant, ça devient quelque chose d'international. Par exemple, je vous donne un exemple. Oui, je parle là de tous les citoyens. Oui, mais de tous les citoyens. Mais le prix on va prendre le prix de l'essence, c'est comme un exemple. Le prix de l'essence, maintenant, c'est 24 livres le litre. C'est le prix juste. J'ai déjà hier calculé le baril de pétrole. Ça fait, avec le nouvel prix 76 et la cotisation de faire l'essence et le gasoil et compagnie. Et tout ça, ça m'a donné 24 livres le litre de l'essence. C'est le prix... c'est le prix mondial? Le prix mondial. Mais à l'extérieur de l'Égypte, par exemple, le taxe, c'est pas le même. On paye pas... en France, par exemple, le litre, c'est 2 €. Mais je pense qu'en France, la consommation, elle n'est pas aussi importante que l'Égypte. Je dirais rien que pour l'importance de la population en Égypte, par exemple. Si on va faire une comparaison entre la France et l'Égypte, il y a plus de voitures en France qu'en Égypte. Mais les voitures Moi, je parle de la consommation. Oui, mais les voitures en France, ça consomme moins qu'en Égypte. Parce qu'il y a plus de voitures en France qu'en électriques. Égypte? Oui, bien sûr. Comment cela? C'est comme ça. Moi, à ma connaissance... Si, par exemple, on compare cela à la démographie des deux pays. Oui. L'Égypte a 110 millions de personnes. La France, c'est entre 60 et 70 millions. Mais il y a plus de voitures. Parce que là-bas, dans chaque maison, il y a 2-3 voitures pour chaque famille. En Europe? En France. En Égypte? En France. En Égypte, si on va calculer, le moyen, c'est une voiture par famille. Je ne parle pas des quantités, mais les consommations, comme vous dites, les consommations en Égypte, à cause de le bouchon et les circulations, ça consomme, même si c'est la même quantité de voitures. En Égypte, ça consomme plus parce qu'on ne roule pas facilement comme en France, par exemple. Et puis, vous avez les moyens de transport aussi en France, que les gens utilisent beaucoup. Pas ça seulement, mais les gens, quand même, là-bas, en Europe, réalisent que le transport en commun, c'est pratique. C'est pas la peine d'utiliser les voitures privées, mais ils utilisent quand même parce qu'il y a plus de lignes, plus de... Comment dirais-je? D'accessibilité. Oui, le réseau de transport en commun, plus qu'ici, et plus performant qu'ici. C'est pour ça, ici en Égypte, on utilise la voiture parce qu'il y a la plupart de quartiers, la plupart de régions, il n'y a pas de transport en commun. Et vous pensez qu'avec le développement des transports en commun, ça va affecter la consommation des carburants dans le pays? Oui, exactement. Mais il faut d'abord dire... c'est grâce à le nouveau réseau routier. Après, organiser le transport en commun, et ça va faire beaucoup plus d'économies au niveau de consommation de produits pétroliers, au niveau de transport. Et les services et les centres de vente aussi? Que ce ne soit pas centralisé au Caire, que ce soit un petit peu dans tous les gouvernorats pour éviter justement... Oui, mais je rêve quand même de mettre plus d'avantages à l'extérieur de toutes les grandes villes pour donner l'occasion aux les jeunes qui ont envie d'habiter dans les villes, de sortir à l'extérieur. Surtout avec les nouvelles villes. Avec les nouvelles villes aussi, de sortir dans le banlieue. On va pas dire tous les gens qui doivent concentrer au centre-ville ou dans les villes même, mais il faut sortir un peu. Mais pour sortir, il faut avoir davantage.
Et à votre avis, comment encourager ces jeunes à quitter les vieilles villes, si on veut, pour aller vers les nouvelles villes? Il y a une solution simple, réduire les prix de services à l'extérieur des villes. Les prix d'électricité, les prix de gaz, les prix de, comment dirais-je, l'eau et tout ce qu'il faut. Et voilà, ça c'est un... Et leur trouver un emploi? Trouver un emploi à l'extérieur, pas très loin de où se loge, ça sera beaucoup mieux, mais il faut quand même commencer par les choses essentielles pour encourager les jeunes de sortir. Et concernant l'agriculture, je pense que nous devons nous focaliser beaucoup plus, surtout dans les années qui viennent, sur la production agricole en Égypte. Le gouvernement égyptien, avec le... Bien sûr qu'on a déjà vu, Monsieur le Président, quand même parler avec le Premier ministre et les ministres, et les gouvernements égyptiens aussi, d'aider tout ce qui donne sur élargir le tâche d'agriculture. En Égypte, on a déjà vu un projet de le million de Fidan, là, qui était quand même adressé aux jeunes pour commencer leur vie dans le monde de l'agriculture. Et je vois que l'Égypte aussi investit beaucoup dans les projets agriculture pour le moment. Et parce que j'ai déjà visité dans le sud de l'Égypte, et là, on a soin où il y a le projet de Toshki, il y a énormément de verdure là-bas. Et l'énergie solaire aussi. L'énergie solaire, il y a, avec la participation du gouvernement français aussi, il y a un projet considéré comme le plus grand champ solaire en Afrique, je peux dire au monde. Ça a commencé à fonctionner? Oui, oui, il commence à fonctionner, mais une petite partie, pas complètement, parce que s'ils travaillent complètement, on va y arriver d'avoir l'électricité pour l'Égypte et pour exporter aussi vers l'Afrique. L'objectif est d'exporter. Oui, mais quand même, exporter vers l'Afrique aussi, il faut, parce que ça c'est un sujet très important, le pays africain sorti dernièrement de leur, comment dirais-je, leur peau, parce qu'il y a plusieurs pays qui ont déjà quitté le système français pour avoir plus d'indépendance et tout ça. Leur budget, c'est quand même pas assez grand pour acheter. Alors là, l'Égypte, elle va faire le même rôle comme chaque fois, d'aider tout le monde. Ça sera difficile, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est notre rôle depuis le début. C'est notre rôle, et si on a un surplus d'énergie, autant exporter pour essayer de minimiser les dégâts du réchauffement climatique qui nous touche à tous d'abord. Il faut travailler sur les sujets plus, et avec les nouvelles technologies aussi, on a l'occasion quand même d'être organisé mieux qu'avant maintenant pour le moment. Et comme vous dites, avec l'électricité, il y a énormément de choses qui peuvent rouler avec l'électricité. Et réguler notre consommation. Docteur Hachem Youssef, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. On est vite arrivé à la fin de cette émission. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Je vous remercie également de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition d'Oracle du Nil et un nouveau code. Au revoir.